Yunnan, dans la Chine du Sud, où il reste présent, les peuples de langue thaï, environ 80 millions de personnes, occupent tout le centre de la péninsule chinoise. Le Laos, la Thaïlande, ancien Siam, les Tachan, nord-est de la Birmanie, et le nord-ouest du Vietnam, qui nous intéresse ici. En effet, pour les Français qui évoquent la guerre d'Indochine 1945-1954, le pays thaï, c'était le nord-ouest tonkinois, un territoire de plus de 25 000 km², sillonné par la rivière Noire et limité au nord-est par le fleuve Rouge jusqu'au méridien de Yen Bai. À l'est commence le delta, au sud-est la moyenne région. C'est un pays au relief tourmenté, où, entre le fleuve et son affluent de la rive droite, se trouvent les plus hauts sommets du Vietnam, atteignant 3000 mètres. Sur la majeure partie de ce relief règne la forêt dense, ou une jungle compacte. L'importance des dénivelés et l'alternance des saisons créent des conditions climatiques très contrastées. Un froid très vif pouvant succéder aux pluies diluviennes et à la moiteur de la mousson. Les cours d'eau, tributaires de la rivière Noire ou du fleuve Rouge, sont nombreux. La rivière Noire à Van Yen, l'un de ses affluents, la Choi Tok, la Choi Ba, affluent du fleuve Rouge. Les vallées, plus ou moins larges, sont occupées par des rizières de dimensions souvent modestes. Ces vallées sont le domaine des Thaïs qui pratiquent une culture irriguée, soignée. On distingue dans cette population deux groupes principaux, d'après des variétés dialectales, et surtout selon la couleur du costume traditionnel féminin. Les Thaïs blancs ont leur centre dans la région de Lai Chau, capitale de la Fédération Thaï, organisée sous l'égide de la France. Les Thaïs noirs dans la région de Son La. La forêt est le domaine des Mans, qui pratiquent la culture sur brûlis, le rail. Sur les sommets, les Méos cultivent le pavot. Les villages de quelque importance comportaient une communauté chinoise. En raison de l'antagonisme traditionnel qui opposait Thaï et Annamite, le Viet Minh ne disposait d'aucune complicité en pays Thaï. La défense faisait donc largement appel au recrutement local qui put fournir 2 puis 3 bataillons et un effectif équivalent de supplétifs organisés en 3 sous-secteurs. Nialo pour le premier bataillon, Lao Cai, ultérieurement Tuan Chao pour le deuxième, Son La pour le troisième. C'est à Nialo que Henri Noiraud ira se présenter en avril 1948. Il rejoignait le premier bataillon Thaï au terme de 7 jours de marche depuis Son La, PC du groupement Nord-Ouest, desservi par le terrain en herbe de Nassan, où un vieux Ju-52 l'avait déposé. Encore lui avait-il fallu attendre 10 jours à Hanoï, une météo favorable. Affecté à la deuxième compagnie, dont le PC est à Ngoc Bang, il lui faudra encore une journée de marche pour s'y rendre. Distance, isolement, délai, telles sont les réalités auxquelles tout nouvel arrivant se trouve confronté. Un an plus tard, c'est Paul Collery qui atterrit à Nassan, où, affecté au 3e bataillon nouvellement créé, il est accueilli par le chef de corps, le capitaine Pichard, commandant le sous-secteur de Son La, avec PC à Muongla. Il ira à Nha Phu commander le quartier du Phuyen, en limite de la zone viette de moyenne région. Pour tenir 3 postes principaux, dont Van Yen sur la rivière Noire, et 4 postes de moyenne importance, il disposera de 300 à 350 partisans et d'une douzaine d'Européens. 6 mois après son arrivée, Noiraud, qui a déjà dû assurer l'intérim de son commandant de compagnie tué en opération, ira avec son unité construire un nouveau poste à Kavi. Le poste, lieu de stationnement et d'influence, celui de Baquet par exemple, l'un de ceux tenus par la 2e compagnie, est construit avec des matériaux disponibles sur place. Terre, briques crues, bois et bambous, dont la fragilité le rend vulnérable aux tempêtes tropicales. Pour concilier sécurité et conditions de vie, il est généralement organisé en carrés. Chambres et magasins ouverts sur la cour intérieure, murs extérieurs percés de meurtrières permettant le tir des armes individuelles, chacun se trouvant immédiatement à son emplacement de combat en cas d'attaque de nuit. Tours et blocos permettent le guet et le flanquement par les armes automatiques. Faute de barbelés,
Les défenses accessoires sont constituées de chevaux de frise en bambou que l'on a façonnés en lattes coupantes et taillés en pointe. Villageois regroupés et familles de partisans reconstruisent un village sous la protection du poste. Étant donné la nature des matériaux, presque tous inflammables, entrant dans sa construction, le poste est très vulnérable. Sa sécurité éloignée repose sur le renseignement, attendu surtout d'une population favorable, rassurée par la présence très fréquente de patrouilles amies. Le problème majeur de la vie en poste est celui des moyens et des délais de transport pour les ravitaillements, le courrier, les évacuations sanitaires. Le convoi muletier, voire le portage à dos d'homme, sont utilisés parfois sur des distances importantes. Le ravitaillement par air, parachutage ou largage est le plus fréquent. Mais l'urgence, pour les évacuations surtout, c'est la construction d'une piste d'atterrissage. Avec les moyens du poste, on procède au nivellement du terrain, à la fabrication et à la pose d'un treillage en bambou. Enfin, un moral pourra se poser. Le poste, point d'appui défensif, doit permettre de créer l'insécurité chez l'adversaire. Patrouilles, ouverture de pistes doivent éviter la routine. Une bombe d'avion récupérée, par exemple, a pu être utilisée pour miner la piste. Des opérations à longue portée, plus ambitieuses, sont parfois lancées. En mai 1949, la 2e compagnie du 1er bataillon Thaï fait un raid sur Dien Bai. L'opération Arc-en-Ciel du 3e bataillon, lancée contre la zone ouest de Son Tay, s'étendra sur 3 semaines. Le problème le plus difficile dans ces opérations, c'est l'évacuation des blessés, qu'il faut brancarder jusqu'à un hypothétique terrain propre à l'atterrissage d'un avion léger. La victoire des troupes communistes en Chine allait permettre au Viet Minh, dès 1951, d'accroître ses moyens d'action à l'ouest du fleuve Rouge. Les bataillons Thaï n'étaient plus alors à la mesure de la menace. Mais c'est au pays Thaï et au Nord Laos voisin